Je veux vous parler d'un samedi matin, le 1er novembre 1755, la Toussaint. Un matin où les églises de la grande capitale impériale du Portugal débordaient de fidèles, pleines d'hommes et de femmes, pleines de cierges allumés, chargées du patrimoine accumulé et de la mémoire collective de l'un des empires maritimes les plus puissants du monde. Et puis, à environ 9h40 du matin, tout a cessé. Pas métaphoriquement, pas progressivement. Tout a cessé en à peine 6 minutes de violence sismique qui serait décrite, dans les années qui suivirent, comme l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire européenne récente. L'histoire officielle est bien connue. Un tremblement de terre, d'une magnitude estimée entre 8,5 et 9,0 sur l'échelle de Richter. Un tsunami qui s'est engouffré dans le port en 3 vagues successives. Des incendies qui ont brûlé pendant des jours, 30 000 morts, peut-être 60 000. Certaines estimations vont encore plus loin. La ville basse, l'Abexcha, le cœur administratif de Lisbonne, a tout simplement cessé d'exister. Les archives scellées, détruites par le plus grand des hasards. Et j'ai cru cette histoire. Pendant longtemps, je l'ai cru entièrement. Mais à force de regarder, j'ai réalisé que je ne voyais qu'une partie du tableau, car voilà ce que je n'arrivais pas à lâcher. Le monde n'a pas simplement tourné la page, il a tourné différemment, presque partout, presque simultanément. Et plus je creusais dans les décennies qui ont suivi 1755, plus j'y trouvais une logique, non pas de reconstruction, mais de substitution. Non pas de renaissance, mais de réécriture. Un moment si historiquement commode, si bien tombé sur le plan cosmique, et peut-être si utile pour enfouir tout ce que les archives avaient nous consigné sur ce qui existait avant. Car certains chercheurs pensent que le déluge de boue, un événement sédimentaire catastrophique qui semble avoir englouti des ensembles architecturaux entiers à l'échelle du globe entier, aurait commencé là, avec cela, avec Lisbonne. Le premier frémissement de quelque chose de bien plus vaste que la tragédie d'une seule ville, et cette coïncidence à elle seule devrait nous pousser à regarder les choses de plus près. Car plus j'avançais, moins j'étais à l'aise avec le mot coïncidence. Je suis arrivé à tout cela par la bande, comme la plupart des gens. Ce n'est pas un manifeste qui m'a accroché. Ce n'est pas une nuit blanche à surfer sur Internet. C'est une photographie. Une seule photographie d'un bâtiment, en réalité plusieurs bâtiments, dans ce qui semblait être une ville d'Asie centrale, avec des détails architecturaux si finement ouvragés, si structurellement sophistiqués, que je me suis retrouvé à poser une question à laquelle je ne pouvais pas répondre facilement. Qui a construit cela et quand? La réponse officielle est arrivée, nette et rapide. Construction de l'époque coloniale, 18e ou 19e siècle, diverses influences européennes. Fort bien. Sauf que le bâtiment en question précédait la prétendue présence coloniale de ce qui semblait être plusieurs décennies. Et l'influence européenne ressemblait, quand on l'examinait vraiment, non pas à une exportation européenne mais à une source commune, comme si les exemples européens et centra-asiatiques puisaient au même puits. Voilà la première anomalie. La deuxième est apparue quand j'ai commencé à étudier les cartes. De vieilles cartes, plus précisément des cartes des XVIe et XVIIe siècles, celles qu'on trouve dans les collections numérisées des bibliothèques européennes, celles que les historiens utilisent pour retracer les contours de ce qui était connu et inconnu. Et sur bon nombre de ces cartes, notamment celles des années 1600 et du début des années 1700, ça y était, un vaste territoire, parfois intitulé Tartaria, parfois Tartarie, parfois Mogul Tartarie ou Grande Tartarie, ou Tartarie chinoise, mais toujours là, toujours immense, couvrant, selon les représentations, un territoire plus grand que la Russie, plus grand que la Chine, s'étendant de la mer Caspienne jusqu'au Pacifique. Et puis, et c'est là que le schéma se répète avec une précision troublante, vers les années 1770 et 1780,
Le nom commence à se dissoudre, pas d'un coup, progressivement, cartographiquement, comme une aquarelle laissée sous la pluie. Au début du XIXe siècle, il a pratiquement disparu. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi un territoire qui avait figuré sur les cartes pendant plus de 2 siècles cesse-t-il tout simplement d'y apparaître? Les pays ne s'évaporent pas. Les réalités géographiques ne s'effacent pas d'elles-mêmes, à moins que, bien sûr, quelqu'un décide qu'elles le doivent. C'est là que le séisme de Lisbonne a fait sa réapparition dans mon enquête. Permettez-moi de vous décrire ce qui s'est réellement passé le 1er novembre 1755, parce que le récit officiel, comme les récits officiels ont tendance à le faire, minimise certains détails que je trouve tout bonnement impossibles à ignorer. Le tremblement de terre a frappé le matin, tôt. Les estimations de sa magnitude oscillent entre 8,5 et 9,0 sur ce que nous appelons aujourd'hui l'échelle de Richter. Il a été ressenti à travers toute l'Europe, dans certaines parties de l'Afrique du Nord. Il existe des témoignages faisant état de comportements anormaux de l'eau jusqu'en Scandinavie. Les secousses à Lisbonne ont duré, selon le témoignage que l'on retient, entre 3 et 6 minutes. 3 à 6 minutes. Puis vinrent les incendies. 5 jours de flammes. Alimentés par les cierges renversés des messes de la Toussaint, se propageant à travers les constructions serrées d'une ville qui était, jusqu'à ce matin-là, l'une des plus riches et des plus puissantes du monde occidental. Puis vint le tsunami. Des vagues estimées entre 6 et 9 mètres de hauteur ont déferlé sur le port. Le front de mer, le quartier de la Becha, les zones où opéraient marchands, administrateurs et archivistes ont été engloutis. Qu'a-t-on perdu? La question semble simple. La réponse ne l'est pas. La bibliothèque royale de Lisbonne, anéantie. Des dizaines de milliers de volumes. La Torre de Tombo, l'un des dépôts d'archives les plus anciens et les plus complets du monde connu, gravement endommagé. Les registres municipaux, les registres commerciaux, les archives des vastes opérations coloniales et maritimes du Portugal, des opérations qui, au cours des 2 siècles précédents, avaient mis des navires portugais en contact avec des territoires et des civilisations à travers l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Ces archives-là, ces archives des contacts. L'explication officielle dit que c'est une tragédie, une catastrophe naturelle. Et c'en était peut-être une. Le feu consécutif à un séisme n'est pas inhabituel. La destruction d'archives lors d'une catastrophe urbaine est attestée ailleurs, je l'admets volontiers. Mais l'explication officielle commence à s'effondrer quand on regarde ce qui a remplacé ces archives dans les décennies qui ont suivi. Car il s'est passé quelque chose de remarquable après 1755. Un homme du nom de Sébastien de Mello, plus connu sous le titre de marquis de Pombal, a pris les rênes de l'État portugais et supervisé ce qu'on a appelé l'un des projets de reconstruction urbaine les plus systématiques de l'histoire. La Becha pombaline, édifiée sur les ruines, est un ensemble véritablement extraordinaire, parfaitement quadrillé, conçu pour résister aux tremblements de terre selon les principes d'une ingénierie encore balbutiante, construite avec une rapidité et une uniformité que les observateurs contemporains jugeaient presque déconcertantes. D'où venaient les financements? Comment les normes architecturales ont-elles été si rapidement universalisées? Comment l'organisation sociale de la reconstruction a-t-elle été gérée à cette échelle si vite par un gouvernement qui venait de perdre son centre administratif? Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des questions, et quand on les pose, on remarque autre chose. Pombal n'a pas seulement reconstruit Lisbonne, il a simultanément réorganisé le rapport du Portugal à l'information. Il a expulsé les jésuites, les principaux éducateurs et dépositaires du savoir dans l'Empire mondial du Portugal. En 1759, il a réformé les universités. Il a restructuré ce qui était enseigné, la manière dont ça l'était, et surtout, ce qui était conservé.
Le schéma se répète avec une précision troublante. Catastrophe, perte d'informations, reconstruction systématique, nouveau cadre éducatif. Une génération plus tard, la mémoire historique paraît différente. Le séisme de Lisbonne n'était pas le seul événement catastrophique de cette période. Loin de là. Dans ce même intervalle, les décennies du milieu du XVIIIe siècle, se produit une cascade d'événements à travers le monde qui, pris isolément, trouvent chacun une explication officielle satisfaisante. Mis bout à bout, ils commencent à ressembler à autre chose. Il existe des témoignages, et je veux être prudent ici, car ils proviennent de sources très variées, d'une fiabilité inégale, d'anomalies géologiques et climatiques généralisées au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Des inondations inhabituelles dans des cours d'eau qui n'auraient même pas dû se comporter ainsi. Des dépôts sédimentaires dans des villes d'Europe et d'Asie qui, dans certains cas, semblent antérieurs de plusieurs décennies aux dates de construction officielles. Des bâtiments retrouvés partiellement ensevelis, des rez-de-chaussée qui font office de sous-sol, des fenêtres dont le bas se situe en dessous du niveau actuel de la rue. C'est ce que les chercheurs qui étudient cette période appellent parfois l'hypothèse du déluge de boue. Je ne vais pas vous affirmer qu'il y a eu un déluge de boue. Je ne suis pas en mesure de faire une telle affirmation. Ce que je dirais, c'est que les indices architecturaux, et il en existe, des photographies, des relevés, des registres de construction, soulèvent une question simple mais déterminante. Pourquoi tant de bâtiments sur tant de continents ont-ils leur niveau inférieur enfoui? Pas rénovés, pas creusés après coup, enfouis, avec les détails architecturaux de ces niveaux inférieurs encore intacts, encore ornés, encore, dans bien des cas, plus sophistiqués que les niveaux supérieurs. Qui enterre ses propres fenêtres? Qui enterre ses propres portes? Et si un événement géologique de grande ampleur, sismique, hydrologique ou autre, avait effectivement déposé des sédiments considérables dans certaines régions à la fin du XVIIIe siècle, alors le séisme de Lisbonne, avec ses tsunamis et ses phénomènes de liquéfaction, commence à ressembler moins à une catastrophe isolée qu'à un détonateur. Un commencement. Le premier domino d'une série qui a reconfiguré le paysage physique du monde, et avec lui, la documentation qui aurait pu nous dire à quoi ressemblait ce paysage avant. Les indices donnent à penser que quelque chose de bien plus vaste était à l'œuvre. Revenons à la cartographie, car c'est là que l'explication officielle s'effondre le plus franchement. La Tartaria, ou Tartarie, selon la graphie, apparaît de manière constante sur les cartes européennes depuis environ 1500 jusqu'aux années 1700. Il ne s'agit pas d'une légende marginale, d'une notation mythologique griffonnée dans la marge. Il s'agit d'un territoire nommé, délimité, géographiquement défini, que des cartographes de France, d'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne et d'Espagne s'accordaient tous à reconnaître et sur les frontières duquel ils s'entendaient, grosso modo. La carte de 1706 de Nicolas de Fer la montre. La carte d'Hermann Moll de 1710 la montre. La carte de Danville de 1744, l'un des documents cartographiques les plus sophistiqués de son époque, la montre divisée en sous-régions, avec des villes nommées, des routes commerciales, des fleuves. Des villes nommées pointent des routes commerciales. Ce n'est pas mythologique, c'est de l'infrastructure cartographique. C'est un territoire que quelqu'un connaissait suffisamment bien pour le dessiner dans le détail. Et puis, au fil des années 1760, 1770 et 1780, ces décennies même qui suivent la catastrophe de Lisbonne, le nom commence sa lente dissolution. Les sous-régions perdent leurs appellations. Les villes ne sont plus indiquées. Le vaste intérieur devient, cartographiquement, une sorte de blanc. Non pas un territoire vierge, les reliefs y figurent toujours, mais un territoire sans nom, sans identité politique, sans, semble-t-il, de civilisation. Au moment où Napoléon marche vers l'Est au début du XIXe siècle, les cartes qu'il utilise ne ressemblent presque en rien dans cette région à celles d'un siècle plus tôt.
Cela soulève une question simple mais fondamentale. Que s'est-il passé entre 1750 et 1800 pour qu'une civilisation ait été effacée si complètement que son nom ait disparu de toutes les cartes de toutes les capitales européennes, apparemment en même temps, apparemment sans débat, apparemment sans que personne n'ait rédigé un récit historique majeur expliquant comment cet immense territoire nommé avait cessé d'exister. Car j'ai cherché. Et le silence était assourdissant. Il n'existe pas de chute de la Tartarie dans les livres d'histoire, à la manière dont il y a une chute de Rome ou une chute de Constantinople. Pas de traité, pas de bataille finale, pas de crise de succession documentée avec le souci du détail que les historiens appliquent habituellement à la fin d'une grande entité politique. Il y a juste l'absence. Une suppression cartographique lente et silencieuse qui coïncide avec le plus grand événement de destruction archivistique de l'histoire récente du monde occidental. C'est là que les choses deviennent, si possible, encore plus étranges. Les décennies qui suivent le séisme de Lisbonne et l'effacement cartographique de la Tartarie se caractérisent sur plusieurs continents par ce que des chercheurs dans ce domaine ont commencé à appeler la période d'héritage. Le mécanisme est le suivant. De nouvelles structures administratives, de nouveaux gouvernements, de nouveaux systèmes coloniaux, de nouvelles autorités municipales apparaissent dans des régions et des villes qui, selon tous les comptes officiels, étaient auparavant occupées par des étendues sauvages ou des peuplades primitives. Elles se manifestent dans ces villes et elles s'installent dans des bâtiments extraordinaires, des bâtiments d'une envergure et d'une sophistication qui, selon la chronologie officielle, auraient dû nécessiter des décennies et des ressources colossales pour être construits. Et pourtant, il n'existe aucun dossier de construction, aucun contrat de main-d'œuvre, aucune opération d'extraction de pierres documentée, aucun compte rendu des années de travail qui auraient dû précéder l'occupation. Ville après ville, continent après continent, le même vocabulaire architectural, les mêmes toitures à coupoles, les mêmes façades ouvragées, les mêmes systèmes proportionnels, apparaît à Saint-Pétersbourg et à San Francisco, à Melbourne et à Chicago, à Bombay et à Buenos Aires. Des bâtiments censément construits de manière indépendante, à des époques différentes, par des architectes différents, dans des contextes culturels différents, partageant des détails si précis, si techniquement exigeants, que l'expression coïncidence architecturale commence à ressembler à une insulte à l'intelligence. Plus je creusais, plus la période d'héritage ressemblait moins à une période de construction qu'à une période d'occupation, d'emménagement, d'appropriation de ce qui existait déjà en apposant de nouveaux noms au-dessus des portes. Non pas bâtir de zéro, non pas importer un style, mais hériter, et puis, élément crucial, dissimuler l'héritage. Et c'est là que la réécriture de l'histoire devient impossible à ignorer. Car si vous héritez d'une civilisation, si vous occupez ses villes, réappropriez ses bâtiments, réorientez ses réseaux commerciaux, vous avez un problème. Vous avez des traces écrites. Vous avez des habitants qui se souviennent. Vous avez des voyageurs qui ont laissé des récits. Vous avez potentiellement des documents dans des archives lointaines qui contredisent votre nouveau récit. Alors que faites-vous? Vous écrivez une nouvelle histoire, une meilleure histoire, une histoire aux origines nettes, avec des dates de construction documentées, des architectes nommés, des commanditaires nommés, des sources de financement nommées. Vous peuplez le passé d'une assurance que le passé réel, avec tout son chaos et ses lacunes, possède rarement. Et vous attendez. Vous attendez que meure la génération qui se souvient. Vous attendez que les récits de voyageurs perdent toute crédibilité. Vous attendez que les enfants grandissent en apprenant la nouvelle version et que ces enfants l'enseignent à leurs propres enfants jusqu'à ce que la distance entre l'événement originel et le moment présent soit si grande, si meublée de réaffirmations autorisées du récit officiel,
que la question initiale, qui a construit cela, quand et pour qui, ne ressemble plus à une enquête historique légitime, mais à une théorie du complot. J'ai remarqué quelque chose à propos de cette expression. Théorie du complot. Elle tend à apparaître le plus régulièrement exactement là où le récit officiel est le plus fragile, là où la documentation est la plus mince, là où les questions sont les plus dangereuses. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Le glissement narratif qui a suivi le séisme de Lisbonne et l'effacement de la Tartarie n'était pas subtil une fois que l'on sait ce qu'il faut chercher. Les Lumières, ce brillant, humaniste et bouleversant projet intellectuel, ont émergé fort commodément au cours des mêmes décennies. De nouveaux cadres pour comprendre l'histoire, de nouvelles institutions du savoir, de nouvelles normes de preuves documentaires qui, chose intéressante, tendaient à disqualifier précisément les traditions orales, les témoignages autochtones et les documents préexistants qui auraient pu raconter une autre histoire. Je ne dis pas que les Lumières étaient un paravent. Je pose la question. Auraient-elles pu servir, parmi leurs véritables accomplissements, de mécanismes pour instaurer une nouvelle autorité épistémique, pour décider de manière institutionnelle ce qui comptait comme savoir et ce qui ne comptait pas, car une fois qu'on contrôle ce qui fait d'office de preuve, on contrôle ce qui s'est passé. Permettez-moi d'être précis sur ce que contenaient ces archives de Lisbonne. Le Portugal, en 1755, opérait comme puissance maritime mondiale depuis près de 3 siècles. Les navires portugais avaient atteint la côte ouest africaine dans les années 1400. Vasco de Gama avait contourné le Cap en 1498. Des négociants portugais opéraient en Inde, au Japon, au Brésil, dans les îles aux épices d'Asie du Sud-Est. Ils étaient, au sens le plus littéral du terme, la puissance européenne la plus connectée à l'échelle mondiale de l'ère moderne naissante. Leurs archives reflétaient cette connectivité. Des rapports en provenance de l'intérieur de l'Asie, des récits de villes et de civilisations rencontrées loin des côtes, des accords commerciaux avec des entités politiques qui n'apparaissent pas dans la narration historique occidentale standard. La connaissance de territoires, des territoires intérieurs, auxquels une puissance maritime aurait eu un accès unique grâce à son réseau de partenaires commerciaux terrestres. La connaissance peut-être de ce qui se trouvait dans ce vaste intérieur nommé cartographiquement documenté, tout cela, parti, pas réduit, pas endommagé, parti. Et voici ce que l'on dit rarement à propos de la destruction des archives. Ce n'est pas seulement ce qu'on perd dans les flammes, c'est ce qu'on perd dans l'hypothèse qu'il ne reste plus rien à trouver. Quand une bibliothèque brûle, l'absence de documentation devient, paradoxalement, la preuve qu'il n'y avait rien à documenter. Le cercle se referme. Le silence devient son propre argument. L'explication officielle avancée pour justifier notre méconnaissance des Amériques précolombiennes, de l'intérieur de l'Afrique précoloniale, des civilisations d'Asie centrale avant l'expansion russe, cette explication officielle se réduit toujours, en dernière analyse, à ceci. Il n'y avait pas grand-chose à connaître, que ce n'était que des peuples épars, primitifs, sans écriture. Mais si la mise par écrit avait bien eu lieu, et si les écrits avaient brûlé, et si le séisme de Lisbonne était, au sens le plus brutal et le plus efficace du terme, une réinitialisation du système de classement? Je ne cesse d'y revenir parce que c'est le point que le récit officiel est incapable de traiter. Si la Tartarie, quel que soit le nom qu'on choisisse de lui donner, les cartes l'appelaient Tartaria, a été progressivement effacée de la conscience européenne entre 1750 et 1820 environ, cet effacement a nécessité une coordination. Des cartographes à Paris, à Londres, à Amsterdam, à Berlin, à Madrid, tous mettant à jour leurs cartes dans la même direction, dans les mêmes décennies, sans, d'après ce que je peux trouver, aucun consensus diplomatique ou scientifique documenté pour motiver ce changement.
Pourquoi un cartographe français, un cartographe anglais et un cartographe hollandais auraient-ils tous décidé indépendamment, à une génération d'intervalle, de cesser de nommer le même immense territoire? À quoi répondaient-ils? Le schéma se répète avec une précision troublante dans le domaine architectural également. Les mêmes décisions, prises sur plusieurs continents, sur plusieurs décennies, par des gens qui étaient censés ne pas se connaître, quant aux bâtiments à réaffecter, à ceux à démolir, à ceux auxquels attribuer de nouvelles dates de construction, à ceux qu'il suffisait de remplir d'une nouvelle vie bureaucratique, sans jamais remettre en question leur origine. Non pas invention indépendante, non pas développement parallèle, non pas convergence fortuite, mais quelque chose qui ressemble, quand on prend suffisamment de recul pour embrasser l'ensemble du tableau, à une réponse coordonnée à un événement partagé, une remise à zéro, une réorientation systématique du registre cartographique, architectural et documentaire autour d'un nouveau cadre narratif. Et le séisme de Lisbonne, je n'arrête pas d'y penser, a peut-être été le moment qui a rendu cette remise à zéro possible. Non pas parce qu'il était la seule catastrophe de cette époque, non pas parce qu'il a tout détruit, mais parce qu'il a détruit assez pour que les lacunes puissent être comblées par de nouvelles histoires, assez pour que les questions ne puissent plus trouver de réponse complète, assez pour que l'absence de preuves puisse être discrètement reformulée en preuve d'absence. Quand je regarde des photographies de certains bâtiments à Samarcande, à Kazan, dans les vieux quartiers de ville situés dans l'ancienne sphère géographique tartare, je vois la même chose que dans des photographies de bâtiments à Philadelphie, à Édimbourg, dans les quartiers néoclassiques de villes qui auraient soi-disant été construites de toutes pièces au début du XIXe siècle par des civilisations nouvelles, ambitieuses et dûment documentées. Je vois un vocabulaire, une grammaire visuelle commune, des rapports proportionnels précis entre colonnes et entablements, des programmes décoratifs spécifiques autour des fenêtres et des portes, une relation particulière entre l'échelle humaine et la masse architecturale qui dit, à quiconque sait la lire, ceci a été conçu par quelqu'un qui comprenait quelque chose à la façon dont les êtres humains habitent l'espace. Quelque chose qui prend des générations à apprendre, quelque chose qui nécessite non seulement des artisans qualifiés, mais une tradition d'artisans qualifiés, une école, un héritage de savoir technique transmis de maître en apprenti sur des décennies ou des siècles. Et je regarde les dates de construction officielles, les dates du milieu du XIXe siècle, les plaques inaugurées en 1847 et dédiées en 1863. Et je pense, en 30 ans, en 50 ans, du néant à ça, l'arithmétique ne tient pas sans une avance de départ significative, et significativement passée sous silence. Alors où en sommes-nous? J'ai commencé avec une date. Le 1er novembre 1755, la Toussaint, la terre qui se dérobe sous les pieds d'une ville pleine de gens qui s'étaient rassemblés, comme le font les êtres humains, dans les lieux qui comptaient le plus pour eux. Les archives, les cathédrales, les dépositaires de la mémoire. Je termine avec une question. Beaucoup de questions en réalité, mais une seule à laquelle je reviens sans cesse dans les heures tranquilles. Si une civilisation existait, appelez-la comme vous voulez, les cartes l'appelaient Tartaria, assez vaste pour figurer sur toutes les grandes cartes européennes pendant 2 siècles, assez sophistiquée pour avoir laissé des traces architecturales sur plusieurs continents, assez interconnectée pour avoir laissé des documents dans les archives de la plus grande puissance maritime du monde. Si cette civilisation a existé, et si le séisme de 1755 a contribué à initier ou à accélérer ou simplement à offrir une couverture à un processus de destruction archivistique et d'effacement cartographique qui s'est déroulé au cours du demi-siècle suivant. Et si la période d'héritage qui a suivi a vu de nouvelles puissances s'installer dans de vieux espaces et apposer de nouveaux noms au-dessus de vieilles portes, alors ce que nous appelons l'histoire n'est peut-être pas ce que nous croyons. Pas un registre continu, pas une accumulation de faits documentés, mais une sélection,
un silence soigneusement orchestré, un ensemble de réponses à des questions que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il convenait de poser. Et les questions qui subsistent, les questions auxquelles le silence ne peut répondre, que les archives brûlées ne peuvent résoudre, que les cartes effacées ne peuvent expliquer, ces questions ne disparaissent pas simplement parce qu'elles dérangent. Elles reposent dans les sédiments, elles attendent dans les encadrements de fenêtres enfouies. Elles persistent dans la grammaire architecturale de bâtiments que personne officiellement ne peut expliquer pleinement. Plus j'avance, plus je suis certain d'une seule chose. Nous n'avons pas encore touché le fond.